Je vais avoir le plaisir de demander donc à Madame Brigitte Grésy, à Madame Marie-France Irigoyen et à Monsieur Loïc Lerouge de bien vouloir monter à la tribune, s'il vous plaît. Alors je vous rappelle que Brigitte Grésy est donc secrétaire générale du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes depuis 2013, depuis sa création. Elle va d'ailleurs sortir prochainement. Effectivement, je n'ai pas fait de plan de table, mais je vous propose de vous installer où vous voulez en fait. Voilà, sachant qu'on a un déficit de représentants masculins qu'on assume. Voilà, on va mettre un homme au milieu. Voilà. Je ne commenterai pas. Le Conseil supérieur à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes va produire prochainement une grande enquête sur la parentalité qui va sortir le 21 février, donc c'est un scoop, fruit de la consultation de 35 000 salariés. Donc on a vu que la question de la parentalité était au cœur, donc je vous l'annonce. Il y aura aussi la production du 3e volet de l'étude du sexisme dans les entreprises qui porte sur la prise en compte de l'égalité dans les procédures RH qui sort le mois prochain. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Brigitte Grésy, je pense que vous êtes très peu nombreux, vous allez avoir encore l'occasion de la voir vous donner des éléments précis et contextualisés sur cette question du sexisme. Et donc, je vous propose de commencer par la contribution de Brigitte Grésy sur justement ce sexisme qui peut faire le lit du harcèlement sexuel. Bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je traite des questions d'égalité et plus spécifiquement professionnelle entre les femmes et les hommes depuis maintenant les années 2000. Donc, vous voyez, ça fait un bail. Eh bien, je dois dire qu'on ne se préoccupait quasiment pas du harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'on traitait d'égalité professionnelle, mais le harcèlement sexuel était évoqué très rapidement le 25 novembre, avec toutes les violences faites aux femmes, et essentiellement, on avait un focus très fort sur les violences conjugales, mais les violences au travail, c'était un problème annexe. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet via ce que j'ai appelé le sexisme, et ce que nous avons appelé le sexisme ordinaire. C'est-à-dire que nous travaillions sur des tas de lois, on les empilait, vous savez, toutes les lois sur les égalités de rémunération, sur les quotas dans les conseils d'administration, etc. On les empilait et toute loi qui ne comportait pas de sanctions genre quota ne fonctionnait pas, en gros. Les écarts de rémunération, alors évidemment la DARES nous dit attention, vous avez eu un petit progrès de 2 points, etc. Enfin, depuis les années 90, franchement, ça ne bouge pas beaucoup. Quand on met des quotas, les conseils d'administration dans le CAC 40, c'était à moins 10% dans les années 2009. Donc avant la loi de 2011, on est à 42-43% aujourd'hui. Ce qui se passait, c'est que les lois égalité professionnelle ne fonctionnaient pas, hormis les quotas. Ça ne fonctionnait pas. Et donc, petit à petit, je me suis dit, mais quel est donc ce dissolvant curieux, cette espèce de chose qui dilue les politiques publiques et qui fait que ça ne marche pas. Alors, évidemment, est venue la question des stéréotypes de sexe, des biais de sexe, de tous ces éléments qui finalement figent les hommes et les femmes dans des conduites stéréotypées et qui peuvent conduire donc au sexisme. Donc, moi, je suis venue à la question du sexisme et du harcèlement sexuel via l'impuissance des politiques d'égalité d'advenir. Et le deuxième axe qui est très important, c'est MeToo. C'est-à-dire qu'avec MeToo, tout d'un coup, le corps des femmes, et donc des hommes, est venu comme une sorte d'effraction par effraction dans l'entreprise. Avant, on me disait les salariés. Bon, les salariés, avec le neutre masculin qui vaut pour les femmes et les hommes. Et finalement, on disait, bon, la souffrance au travail, etc., etc. Mais quand même, globalement, on n'avait pas tellement de statistiques sexuées. Et on travaillait quand même sur une approche neutre. Et avec MeToo, eh bien, le corps et la souffrance du corps, l'atteinte à l'intégrité du corps des femmes et de certains hommes est venue sur la table. Alors du coup, aujourd'hui, il y a une sorte de consensus sur le fait que l'idée que le sexisme, finalement, intègre l'ensemble des comportements non seulement discriminatoires, mais aussi qui peuvent aller jusqu'aux violences sexuelles, et que ce sexisme est le terreau, finalement, pour tous les prédateurs qui iraient plus loin que cela, que le sexisme ordinaire, et qui iraient jusqu'à l'atteinte du corps des femmes. Et ce qui m'a semblé, moi, tout à fait intéressant, c'est que finalement, si on a commencé à définir le sexisme, et dès lors, on est arrivé à une approche qui aujourd'hui est une approche systémique.
On tire une ficelle, on en tire une autre, finalement, tout arrive et on se rend compte que l'égalité, ça se traite par une approche systémique et on peut avoir des entreprises qui ont eu un magnifique accord égalité professionnelle et qui sont sexistes. Et donc, c'est quoi le sexisme? Alors, ça intègre plusieurs formes et c'est ça qui est intéressant. Le sexisme, c'est d'abord une idéologie, une croyance qui érige la supériorité d'un sexe sur l'autre, en l'occurrence l'homme sur la femme. Mais ce sont aussi des actes qui peuvent aller depuis le sexisme ordinaire, ce qu'on appelle maintenant l'agissement sexiste, en passant par toutes les discriminations à raison du sexe, jusqu'au harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, voire le viol. Donc il intègre tout un champ de comportements prohibés et il peut être un mauvais traitement, il peut être un traitement discriminatoire et il peut être aussi une violence. Au-delà de ça, ce sexisme s'inscrit dans de nombreux domaines. Et c'est pour ça que le Conseil supérieur joue aujourd'hui sur la construction de kits à destination des entreprises dans 3 domaines. Il joue dans les relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes au travail. Il joue dans les classifications des emplois, c'est-à-dire dans toute la pesée des métiers. Il joue dans tous les process RH, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau du déroulement de carrière, où, et c'est notre travail aujourd'hui, on se rend compte qu'un certain nombre, que l'utilisation du vocabulaire, les champs lexicaux, les postures verbales, non verbales, le jeu des algorithmes, les avatars auxquels nous mène par exemple le Big Five, etc., sont terriblement remplis de biais de sexe. Autrement dit, il y a vraiment des lieux extrêmement divers où s'accrochent les biais de sexe dans l'entreprise et susceptibles de créer ce terreau favorable ensuite à ce qui vous intéresse ce soir, c'est-à-dire le harcèlement sexuel. Alors, revenons à ces relations interpersonnelles, parce que c'est là où on a fait, je crois, de très grands progrès dans l'approche juridique. Le sexisme dit ordinaire, ce sont tous ces petits gestes, comportements, attitudes qui, l'air de rien, de façon insidieuse, sournoise, infantilise, décrédibilise, disqualifie les femmes au travail. Et c'est ça qui est important, c'est que ça les disqualifie. Alors, le sexisme en lui-même ne crée pas les inégalités, mais il les rend légitimes, en quelque sorte, en les naturalisant et en les rendant parfois même invisibles. Alors, ce sexisme qui disqualifie les femmes, il est fondé sur un système binaire. À la fois, il joue sur une sorte de répartition terme à terme des qualités hommes-femmes, avec en fond peut-être une complémentarité qui n'est évidemment pas du tout la chose que l'on veut retenir entre les hommes et les femmes. Mais cette binarité s'accompagne toujours d'une stigmatisation du pôle féminin, c'est la valence différentielle des sexes dont parle Françoise Héritier, c'est-à-dire le masculin l'emporte toujours sur le féminin, comme en grammaire. Et donc, ces stéréotypes, on y a recours très fréquemment, d'abord parce que ce sont des raccourcis cognitifs. Vous savez que quand on appréhende un contexte nouveau, eh bien notre cerveau fonctionne par catégorisation mentale, ça c'est une opération normale et automatique, mais que, évidemment, les stéréotypes de sexe, ce sont des généralisations mensongères, mais qui sont à la fois, qui permettent des raccourcis cognitifs et qui permettent un sentiment de confort, puisqu'évidemment, je vais emprunter comme une carapace, voilà, qui me protège, les stéréotypes de mon groupe d'appartenance, qui fait que finalement, le sexisme fonctionne pour les hommes comme une sorte de rite d'inclusion dans son organisation de travail. Si je ne ris pas à la machine à café, moi, homme, alors je ne vais pas faire partie du club des hommes. Et ça fonctionne comme un rite d'exclusion des femmes qui restent toujours un petit peu les intruses, surtout à 2 niveaux, dans les postes de gouvernance et dans les métiers majoritairement masculins. Ça fonctionne comme un rite d'exclusion des femmes qui, du coup, et vous connaissez les mécanismes, eh bien, non seulement sont exclues par le sexisme, mais s'auto-excluent en anticipant un certain nombre de choses. Alors, l'importance par rapport à ça, l'important, c'est de définir. Et on reviendra peut-être tout à l'heure sur les actions à mener, et ça a déjà été dit dans le livre Blanc-Bleu. On a repéré un certain nombre de
situation de sexisme ordinaire, où s'origine ensuite le harcèlement sexuel. C'est évidemment tout l'humour. Hein. Encore une fois, vive l'humour au bureau, vive les blagues, à condition que ça ne réifie pas l'autre dans un système où on se dit rire ou ne pas rire. Si je ris, je cautionne le sexiste. Si je ne ris pas, j'ai l'air de la caractérielle et je m'isole. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'incivilité et du mépris. Je ne donne pas la parole à une femme en réunion, je lui coupe la parole, etc. C'est tout ce qui est de l'ordre de la police des codes sociaux de sexe. Bon, alors toi, hein, tu vas aller chercher des marchés, hein, mais tu mets quand même ta jupe et ta dentelle, mais enfin, tu vas faire comme un homme. Toutes ces injonctions paradoxales où les femmes, finalement, on leur demande des choses qui sont quasiment contradictoires. C'est toute la séduction, vive l'amour, comme vous avez dit tout à l'heure. Ben, les entreprises, c'est aussi un site de rencontre, mais à condition, évidemment, qu'on soit consentant à deux, que ce soit un jeu à deux et non pas un jeu qui vous fige. Et des études faites par des psychologues montrent que lorsque dans une réunion, une femme est convoquée non pas pour son savoir et sa compétence, mais pour son physique, alors elle rétrécit son temps de parole, elle devient quasiment impuissante. Et puis, c'est toutes les considérations sexistes sur la maternité. Ah, dis donc, demain, tu es en temps partiel, tu te la coules douce, etc., etc. Et à tout ça, évidemment, les femmes, bien souvent, ne savent pas répondre. Parce que le coût de la dénonciation est beaucoup plus lourd que le coût de l'acceptation. Et donc, elles blanchissent le sexisme. Nous sommes les reines du blanchiment du sexisme. Il a dit ça, c'est pour mon bien, c'est pour me forcer, c'est pour me bisuter, etc. Et donc, ça, ces analyses-là, entre sexisme hostile et sexisme bienveillant, montrent que, finalement, nous développons des conduites de retour qui sont quand même très compliquées et que cela crée de la souffrance. Alors, par rapport à tout ça, évidemment, nous avons le droit. Je rappelle que le droit sur le harcèlement sexuel avait déjà quand même avancé, non seulement dans ses définitions de 2012, mais que tous les employeurs avaient le devoir d'intégrer la notion de harcèlement sexuel dans le règlement intérieur et du harcèlement moral d'ailleurs, avec la définition complète. On a fait une étude des règlements intérieurs, il y en a un sur je ne sais combien, qui a la définition exacte et entière du harcèlement sexuel. Et depuis 2016, nous avons l'intégration de l'agissement sexiste aussi dans le règlement intérieur, agissement sexiste qui a été défini dans la loi Rebsamen et qui, désormais, il n'y a aucun contentieux au titre de l'agissement sexiste pour l'instant, mais qui quand même parachève notre droit. Et puis, agissement sexiste, harcèlement sexuel, etc., était intégré dans le plan de prévention de l'employeur et intégré dans l'ordre du jour des CHSCT anciens, mais devrait être réintégré dans la formulation nouvelle. Et puis, la loi nous protège encore, enfin nous protège. Au pénal, en tout cas, dans la loi sur les violences sexistes et sexuelles, elle a élargi la notion de harcèlement moral, puisque ne sont plus seulement visés les propos ou comportements à connotation sexuelle, mais aussi les propos ou comportements à connotation sexiste, et que la notion de répétition a été précisée, puisqu'elle peut faire également l'objet de plusieurs personnes. On visait le cyberharcèlement. Et puis, évidemment, vous avez, et je ne vais pas revenir là-dessus, citer tout ce qui a été pris dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, avec énormément d'avancées, notamment sur les référents et sur les obligations d'afficher, de transparence, et ça me semble tout à fait essentiel. Alors, par rapport à ça, on se rend compte que quand même, l'important, c'est de se dire que le harcèlement sexuel, il n'arrive pas comme ça, évidemment, qu'il est le fruit de tout un système, pas seulement dans l'entreprise, mais de toute la socialisation, c'est-à-dire depuis la naissance, en quelque sorte, hein, et que ce soit aussi à l'école, dans les crèches, dans les médias, etc., et dans la famille, bien sûr, et qu'il est le fruit de tout un système, mais qu'en même temps, l'entreprise est quand même le lieu où on peut réguler et où beaucoup de choses peuvent se faire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit parce que vous avez montré les difficultés, notamment de l'enquête. Comment faire dire les choses, comment écouter avec bienveillance mais sans complaisance. Et ça, c'est extraordinairement difficile. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté des entreprises d'agir. Une grande initiative a été lancée en décembre dernier, ça s'appelle Initiative Stop Sexisme, par 3 grandes entreprises qui ont maintenant fédéré autour d'elles
une trentaine d'entreprises avec un plan d'action justement pour lutter contre le sexisme. Et on retrouve un peu toujours les mêmes constantes que celles qu'on avait vues dans notre kit pour agir contre le sexisme. C'est que premièrement, eh bien, on arrive à faire quelque chose dans l'organisation que si c'est pris au plus haut niveau de l'organisation, s'il y a un message de refus de tolérance au sexisme dans l'entièreté de ses manifestations. Deuxièmement, c'est évidemment, je crois, montrer qu'il faut définir les actes prohibés. Et ça, vous l'avez très bien dit, madame. Il faut définir clairement les actes prohibés. Oh, la blague autour de la machine à café. Qu'est-ce que c'est qu'une blague sexiste ? Et on peut définir une blague sexiste. C'est quand il n'y a pas, quand l'autre est chosifié, réifié, quand il n'y a pas une sorte de jeu à deux. Il faut évidemment prévenir et accompagner, et ça vous l'avez dit très très bien, accompagner, parce que la plupart du temps, si les femmes ne font pas de contentieux, c'est qu'elles savent que ce sera encore plus dur pour elles après qu'avant, et bien souvent d'ailleurs, c'est elles qui partent de l'entreprise, hein, c'est pas celui c'est pas l'auteur. Et puis je crois beaucoup, moi, au dialogue social. Il n'y a pas les violences sexistes et sexuelles intégrées dans l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle. Nous avons aujourd'hui 9 thèmes. On a rajouté sécurité et santé au travail. Les partenaires sociaux, vous voulez rajouter les violences sexistes et sexuelles, ça n'est pas un thème de négociation à proprement parler. Ça peut être réintégré dans sécurité et santé au travail, peut-être, mais en tout cas, ça ne l'est pas. Donc, on compte évidemment beaucoup sur les référents, notamment du CSE. Et puis, évidemment, dès qu'il y a des réseaux de femmes, c'est de ça dont elles parlent. Mais pas seulement, parce que les réseaux de femmes, ils ont aussi comme enjeu d'être des lobbyistes d'une modernisation. L'égalité, c'est un facteur de modernisation. C'est pas uniquement un facteur, ça ne doit pas être vu comme un facteur de culpabilisation et de victimisation, même s'il faut prendre en compte les victimes au plus haut niveau. Puis je crois qu'il faut évaluer les managers à la façon dont ils prennent en compte la souffrance au travail. Bien souvent, on leur donne des objectifs de réussite, de résultats, mais la façon dont on gère l'équipe et dont on prend en compte la souffrance, beaucoup d'entreprises maintenant mettent un certain nombre de points d'évaluation liés à la façon dont la lutte contre le sexisme et le harcèlement est pris en compte. Et puis je crois qu'il faut aussi évidemment travailler sur une communication sans stéréotype de sexe, le rôle des visuels, travailler sur les classifications des emplois. Pourquoi le port d'une charge lourde est-il plus valorisé dans les conventions des secteurs industriels que le port d'une personne âgée dépendante, dont on sait à quel point cela fait du dégât sur le corps des soignantes. Et puis, évidemment, intégrer ça aussi dans tous les process RH. Et in fine, faire des baromètres de satisfaction, c'est-à-dire interroger les salariés. Et c'est pour ça que nous faisons des enquêtes au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. On a fait des enquêtes sur le sexisme en 2013 chez les cadres, en 2016 chez les non-cadres. Il faudra sans doute qu'on en refasse après cette immense vague de prise en compte du sexisme au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois l'agissement sexiste. Alors, tout blagueur autour d'une machine à café n'est pas un harceleur en puissance. C'est pour ça que moi, je ne parle pas forcément d'un continuum en termes de personnes, mais je parle d'un continuum en termes de terreau. Le blagueur sexiste, parce que vivent les blagueurs et les blagueuses, le blagueur sexiste à la machine à café, il donne un ticket d'autorisation pour le prédateur d'aller plus loin dans sa démarche. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut dire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors, on a vu qu'il y avait ce terreau qui était le sexisme et qu'il y avait quelque chose qui était particulier au harcèlement sexuel. Alors, on a vu le corps est entré dans l'entreprise au moment où on a commencé à en parler avec MeToo, où le sujet est revenu. Et on a vu que c'était une difficulté pour les RH d'appréhender le mécanisme psychologique qu'il y a derrière le harcèlement, pour comprendre pourquoi c'est si difficile pour la victime d'en parler, puisque ce qui revenait régulièrement, c'était de dire, pour être juste et pouvoir engager une procédure qui ne soit pas contestable, il faut des faits. Et pour qu'il y ait des faits, il faut qu'il y ait des gens qui disent, qui racontent et qui attestent. Et on perçoit, en tout cas les praticiens perçoivent une souffrance à aller sur ce terrain. Et on a donc le plaisir de demander à Marie-France Irigoyen, donc spécialiste de la notion de harcèlement, psychiatre,
de nous expliquer finalement, et qui va donc notamment sortir un ouvrage bientôt sur les narcisses, un regard critique sur la société moderne, de nous expliquer finalement quels sont les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre dans le cadre d'une situation de harcèlement et de harcèlement sexuel tout particulièrement. Merci. Merci de me donner l'occasion de parler sur ce sujet qui me tient à cœur depuis très très longtemps, puisque je dois travailler sur ce sujet depuis les années 70, vous voyez, donc ça fait très longtemps. Et j'ai constaté que les choses avaient beaucoup évolué parce que les lois ont changé. Je n'oublierai pas qu'Yvette Roudy, quand elle était ministre des droits des femmes à l'époque, avait proposé, ça n'a pas été retenu, que le sexisme soit situé sur le plan juridique au même plan que le racisme. Ça n'a pas été retenu, mais c'était déjà quand même une prise de position. Ce que j'ai pu voir en travaillant sur ces sujets de violences faites aux femmes en général, de harcèlement sexuel, de harcèlement moral aussi, c'est qu'on a vu passer... il y a eu des moments où on a pris en considération un peu plus les femmes, puis moins, puis plus. Il y a eu des variations. Quand il y a eu la loi sur le harcèlement moral... on a été obligé de changer le texte sur le harcèlement sexuel qui ne prenait en compte jusqu'alors que le harcèlement par abus de pouvoir. Harcèlement sexuel par abus de pouvoir. Et donc, on a fait ce texte qui n'avait aucune... qui est de harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, ce qui ne signifiait pas grand-chose. Texte qui a été changé en 2012 pour préciser un peu plus deux parties du harcèlement, je dirais. L'un qui doit être répétitif, qui tient en compte des comportements sexistes, que je qualifierais plutôt de harcèlement environnemental. C'est une ambiance générale qui peut mettre mal à l'aise et qui fait le lit, comme vous venez de le dire, qui fait le lit qui ouvre la porte à d'autres dérapages. Et puis du harcèlement que je qualifierais plus par abus de pouvoir, qui consiste à... Alors ça peut être un seul fait, hein, pour obtenir des faits, une sorte de chantage, pour obtenir des faits, des actes de nature sexuelle, qui donc quelque chose qui est beaucoup plus violent. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a quelque chose qui n'est pas toujours facile à définir, et j'ai beaucoup aimé l'intervention des deux DRH parce qu'elles ont été extrêmement modestes et nous ont dit la difficulté qu'il y a à comprendre ces situations et surtout à trouver des solutions. Et ça me paraît extrêmement important parce que face à ce genre de situation, nous sommes... les victimes sont dans la sidération, mais nous, en tant qu'intervenants, nous sommes aussi dans la sidération. Et très clairement, c'est quelque chose que je dis souvent à propos du harcèlement moral aussi, c'est que quand nous sommes comme ça sidérés, quand on ne comprend plus rien, quand on est paralysé, englué et qu'on ne sait pas trop quoi faire, eh bien, c'est que la situation est effectivement une situation de nature perverse qui empêche de penser. Alors, pour vous décrire un petit peu comment ça se passe, j'ai pensé vous décrire, m'appuyer sur des cas, qui sont des cas parmi ceux que je vois régulièrement. Je penserais à un cas, pour ne pas stigmatiser les hommes, un cas de harcèlement d'une femme par une autre femme, qui est sa chef de service. Un autre cas d'une femme qui a, dans un grand groupe prestigieux, a été harcelée. Je dis que c'est du harcèlement, elle dit que c'est pas du harcèlement, si ce n'est que ça l'a fait souffrir, harcèlement sexuel, par son N+1, qui était aussi son mentor, et qui allait prendre sa retraite, et voilà. Et puis, un autre cas d'une femme ingénieure dans un secteur un peu technique, mais elle était beaucoup plus diplômée que son collègue,
Mais son collègue avait le pouvoir, je dirais, parce qu'elle venait d'un pays étranger, n'était pas très à l'aise avec le français et la culture, surtout environnementale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans tous ces cas, il s'agit quand même d'un abus de pouvoir. Parce que pour moi, le harcèlement sexuel, c'est un abus de pouvoir. Comme vous l'avez dit, Madame Grésy, le sexisme, c'est une domination. Les hommes peuvent se permettre ce type de comportement. Alors, juste une chose, c'est que ces comportements ne conviennent pas à tous les hommes. J'ai été assez longtemps au conseil scientifique de la Poste pour les sujets de violence et de harcèlement. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dans des secteurs comme le tri postal, où il n'y avait que des hommes auparavant, l'arrivée des femmes et les règles qui ont été mises de bannir les comportements sexistes, eh bien, ont amené un changement de comportement général qui a soulagé pas simplement les femmes, mais qui a aussi soulagé les hommes. Parce que ces comportements ne conviennent qu'à une certaine catégorie d'hommes. Et je dirais, c'est peut-être le sujet du livre que je vais sortir, mais aux hommes les plus fragiles. C'est-à-dire que la montée, je dérive un peu par rapport à ce que je devais dire, mais je pense que la montée en puissance des femmes fragilise certains hommes qui en rajoutent à leur comportement sexiste, à leur machisme, à leur arrogance, parce qu'ils se sentent dépossédés de quelque chose. Et à partir de là, c'est là où ça devient une violence, parce que quand on se sent impuissant, eh bien, on devient violent. Alors, pour expliquer un petit peu comment fonctionne le harcèlement sexuel, alors, je ne vous reparlerai pas du harcèlement sexiste, des ambiances sexistes qui sont pas... Ce n'est pas ce qui fait le plus souffrir. Moi, je vais vous dire, j'ai fait médecine. Je n'ai jamais souffert dans les salles de garde où il y a des fresques pornographiques partout. Ça ne m'a jamais dérangé. Par contre, le dénigrement, tout ce que vous avez décrit, Madame Grésy, le dénigrement, les remarques tendancieuses en permanence, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de femmes dans les étudiants en médecine, eh bien, ça, c'était beaucoup plus blessant et faisait beaucoup plus souffrir. Donc, quelque chose qui est plus global, mais c'est la même chose pour le harcèlement moral, quand tout le monde est à la même enseigne, ça fait moins souffrir que des attaques personnelles et individuelles. Alors, comment ça se met en place, le harcèlement sexuel le plus banal, celui que je vois le plus souvent? D'abord, ça se met en place d'une façon progressive. Au départ, il y a simplement une familiarité un peu trop grande de la part d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique. Alors, à ce stade, on ne sait pas à quel moment ça devient anormal. Si ce n'est qu'on le sent, on le sent quand c'est malsain, sauf qu'on ne peut rien dire parce qu'il ne s'est rien passé. Cette femme qui a été harcelée par sa supérieure hiérarchique me disait, cette patiente n'est pas du tout homosexuelle, mais elle a subi ce harcèlement sexuel. Et elle me disait, elle regardait mon décolleté, quand j'avais un décolleté. J'étais gênée, mais je ne pensais pas, c'est une femme, je n'ai pas pensé que, etc. Mais petit à petit, elle a porté des vêtements moins sexy, le comportement typique que l'on a dans ce genre de situation. Mais on ne dit rien. Après, il y a un envahissement du psychisme de la personne, envahissement de l'intimité, avec des questions très personnelles, des questions sur la vie de l'autre. Est-ce que c'est normal de poser des questions sur comment ça se passe avec ton conjoint, pourquoi tu n'es pas marié, etc. Une intrusion de plus en plus précise
qui est difficile à repérer parce que de plus en plus sur les lieux de travail, il y a une proximité, il y a le fait on se tutoie, on se connaît, on travaille ensemble. Quelquefois, il y a des professions qui amènent à rester tard le soir, à voyager ensemble et à dîner ensemble, etc. Si ce n'est que là, il y a quelque chose en plus. Par exemple, on amène la personne à rester tard le soir. On l'envahit, on la fait venir pendant le week-end. On s'infiltre petit à petit dans sa vie. Et les personnes disent qu'elles ressentent là, mais est-ce que c'est encore du harcèlement sexuel ou harcèlement moral? C'est pas très précis. Et puis, il y a un moment, la personne attaque les points faibles. Les points faibles chez les femmes, très souvent, comme ça vient d'être dit, c'est un manque de confiance en soi. Parce que c'est le revers du sexisme, c'est que les femmes n'ont pas confiance en elles et qu'elles se remettent en question. Et que là, au fond, se met en place un jeu entre, au fond, tu as besoin de moi pour progresser, je t'aide. Je prends l'exemple de cette femme harcelée par sa supérieure hiérarchique. Elle disait, mais c'était formidable, elle me faisait confiance, elle me valorisait, donc j'étais contente, moi, de ça. Mais en même temps, je sentais que c'était ambigu. À quel moment j'aurais dû arrêter? Donc, je n'ai pas arrêté. Les difficultés, c'est que si une personne dit trop les choses, par exemple, cette autre femme dans ce secteur professionnel prestigieux avait une belle carrière devant elle. Elle sentait que son supérieur allait trop loin, alors il était un peu familier, il l'embrassait, il voulait la raccompagner le soir. Sauf qu'elle disait, il va bientôt partir à la retraite, il faut que je me tienne à distance. Alors elle était réticente et elle n'a jamais rien dit. Parce qu'il va bientôt partir à la retraite, je ne vais pas casser ça, il va bientôt partir, je ne vais pas lui faire ça avant qu'il parte. D'autant que c'est quelqu'un de très bien par ailleurs, c'est un bon professionnel. De toute façon, si je l'attaque, ça va me retomber dessus. Donc elle n'a rien dit. Dans ce genre de procédé, on voit bien, ça se met en place progressivement. Mais pourquoi dire quelque chose aujourd'hui alors que j'ai rien dit hier ? À quel moment ça devient abusif? C'est la même question pour le harcèlement moral. Alors, il est en même temps fréquent qu'il y ait ce qu'on appelle la communication paradoxale, c'est-à-dire on dit une chose et une autre, c'est-à-dire qu'à la fois on fait des compliments et à la fois il y a quand même des menaces voilées qui vont faire que si tu dis quelque chose, déjà que tu n'as pas très confiance en toi, mais si tu dis quelque chose, je vais casser ta carrière. Alors, petit à petit, cette progression amène un état de dépersonnalisation, amène un état de sidération. On finit par ne plus savoir ce qui est normal et pas normal. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure à propos d'un cas, au fond, est-ce que c'est pas moi qui suis trop exigeante? Est-ce que je suis coincée? Est-ce que je fais des histoires pour rien? À quel moment est-ce que c'est moi qui vais trop loin? Ou bien, et puis de toute façon, si je dis quelque chose, ça va me retomber dessus. Et alors, ce qui est frappant dans les cas dont je vous parle, la bascule vers une agression sexuelle s'est faite au décours d'un voyage professionnel. L'une m'a dit, quand nous étions en déplacement professionnel, chaque soir, il venait frapper à la porte de ma chambre. Je finissais par ouvrir, terrorisée à l'idée que l'on le voit devant ma porte, mais aussi par la peur de sa réaction si je n'ouvrais pas. Alors, je négociais à travers la porte, puis finalement, pour pas faire de scandale, parce que c'était des négociations importantes à l'étranger, parce que, des tas de bonnes raisons, finalement, je n'ai rien dit. Et à chaque fois, il y avait
pour ces femmes, la protection de l'entreprise. Je ne vais pas faire une histoire de ça, avec la difficulté de se faire entendre. Alors ça, j'ai vu un énorme changement de ce que j'ai entendu depuis l'affaire MeToo. C'est-à-dire, on ose le dire. Mais il n'y a pas si longtemps, ces femmes ne disaient rien. Alors, il y a un mélange des menaces voilées et de la crainte de perdre son emploi. Alors, le problème, c'est que l'agresseur ne voit pas où est le problème, lui. Pour lui, elle devrait être flattée puisqu'elle me plaît. Alors, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de rencontres qui se font sur les lieux de travail, mais c'est pas ça. Sur les lieux de travail, ça doit être partagé. Sauf que beaucoup de femmes ont du mal à le dire. Non, ça ne me convient pas. Parce qu'elles ont peur, elles protègent l'autre, elles ont peur de le mettre en difficulté. Mais l'autre difficulté aussi, et ça vous l'avez dû le voir en tant que DRH, c'est que les témoins ne comprennent pas cette histoire-là. Les témoins se disent, bon, elle doit être consentante. Dans le cas de cette femme qui était dans ce grand groupe, les témoins, visiblement, se sont retournés contre elle parce qu'ils avaient vu, elle est la chouchoute du patron. Et donc, on s'est arrangé pour le lui faire payer, alors que pour cette femme, il n'y a pas eu de passage à l'acte, elle a esquivé en permanence, elle a tenu jusqu'à ce qu'il parte en retraite. Il n'empêche que ça a grillé sa carrière, parce que ça l'a déstabilisée. Elle a été très malade à un moment, elle est venue me voir, elle a été arrêtée. Et aussi, ça l'a grillé sa carrière parce qu'au fond, elle l'a mal géré. Elle a voulu le protéger et ça lui est retombé dessus. Alors, je précise une chose, c'est qu'il y a un lien, comme vous avez pu l'entendre, très fort entre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Très clairement, du harcèlement sexuel refusé, ça devient du harcèlement moral. Il arrive que je reçoive des personnes qui me racontent du harcèlement moral et je dis, ben non, ce que vous me racontez, c'est pas du harcèlement moral, c'est du harcèlement sexuel. Et elles ont du mal à l'entendre. Je sais qu'il y a eu des jurisprudences, il y a eu en particulier une que je connais où des juges ont requalifié en harcèlement sexuel ce qui avait été présenté comme du harcèlement moral. Il y a une ambiguïté là, mais très clairement, les femmes, c'est plus facile de parler de harcèlement moral que de harcèlement sexuel. C'est trop intime. Et je suis absolument ravie on ait prévu des référents harcèlement sexuel, parce qu'on ne peut pas parler du harcèlement sexuel à n'importe qui. Alors, sur le plan de la santé, qu'est-ce que ça donne ? Dans un premier temps, ça donne des troubles de nervosité, on se met à fumer un peu plus, à boire un peu plus, on est nerveux, on dort mal, etc. Ensuite, les autres conséquences sont beaucoup plus des troubles psychosomatiques, énormément de troubles psychosomatiques, en particulier des troubles abdominaux. J'ai eu un cas d'une femme qui n'a pas porté plainte, mais c'est les ressources humaines, les RH qui ont porté plainte pour elle. Elle était malade tout le temps. Ça la rendait malade physiquement et elle ne voulait pas porter plainte parce qu'elle avait peur de perdre son travail. Ce qui s'est passé, elle a perdu son job. L'autre difficulté, c'est que, comme dans tout ce cas, comme dans les agressions sexuelles en général, dans certaines formes de harcèlement moral, c'est toujours la victime qui porte la culpabilité et la honte. Ces femmes se reprochent, elles se reprochent de faire des histoires. Elle se reproche d'avoir été trop sexy parce que ces hommes disent « mais c'est ta faute, regarde, tu es tellement belle, tu peux pas, tu es belle, tu es sexy, c'est toi qui attire les regards comme ça. » Bon, et elles se sentent responsables de ce qu'elles sont. Et la plupart de ces femmes, progressivement, se gomment, atténuent toute leur féminité, pour
essayer de disparaître en quelque sorte. Et le problème, c'est qu'elles mettent de cette façon leur carrière en difficulté. La honte est quelque chose, on pourrait se dire, ça devrait être l'agresseur qui devrait avoir honte de ce genre de comportement. C'est jamais, parce que c'est une position de pouvoir, et c'est jamais la honte n'est pas portée par ces personnes. La honte est toujours portée par la victime. Alors, évidemment, quand on va parler de ce genre de situation, c'est très difficile. À qui je vais en parler à l'intérieur de l'entreprise? Qui va entendre ça? Alors, j'ai beaucoup travaillé avec les administrations européennes sur le harcèlement moral et sur le harcèlement sexuel. Dans les administrations européennes, il y a ce qu'on appelle les personnes de confiance, qui doit, je pense, correspondre à peu près à ce que... Voilà. Donc, les personnes de confiance, ce sont des personnes qui sont hors hiérarchie, qui sont formées pour écouter ce genre de souffrance, parce qu'on ne peut pas parler à n'importe qui. C'est très, très difficile. Encore une fois, la honte et la culpabilité. Alors, il ne faut pas oublier aussi une autre chose qui fait qu'on n'en parle pas, j'ai oublié de le dire, c'est que la plupart de ces femmes n'en parlent pas à la maison. Elles n'en parlent pas à la maison parce qu'elles ont honte, et puis elles vont dire, le mari va dire mais t'étais complaisante, qu'est-ce que t'as fait, tu l'as draguée. Alors je parle même pas de femmes qui dans leur culture c'est pas acceptable qu'elles soient sexuellement désirables. Ou bien des femmes qui pensent que si elles disent quelque chose, leur mari va aller casser la figure à leur collègue ou leur boss, et alors du coup elles disent rien. Et le problème, c'est que si elles vont porter plainte, ça va se savoir. Alors, je ne sais pas si ça va être plus facile. En tous les cas, j'ai vu un net changement depuis MeToo. Je voudrais quand même revenir sur quelque chose que on ne prend pas suffisamment en considération, d'où l'importance d'en parler tôt. C'est que, comme conséquence du harcèlement sexuel, très souvent, on a ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, on en parle à propos des attentats, mais on en parle assez peu à propos du harcèlement sexuel. Le stress post-traumatique, c'est au fond un trouble psychique qui apparaît quelquefois à distance. Ce n'est pas forcément immédiatement dans la situation, mais c'est après, où les personnes sont envahies du souvenir de réminiscence de l'agression. Elles vont en rêver la nuit, elles vont être sur le qui-vive en permanence et elles vont avoir peur de tout ce qui peut évoquer la situation de harcèlement. Alors, ça amène très souvent des personnes, par exemple, je pense à une qui travaillait dans une tour, dans le bâtiment d'à côté, là où elle travaillait, il y avait un seul ascenseur, un groupe d'ascenseurs, et elle avait tellement peur de se retrouver dans ce bâtiment qu'elle a demandé une mutation. Elle a obtenu une mutation, mais son poste a été dévalué parce qu'elle ne pouvait pas imaginer de rencontrer celui qui a été son agresseur. Pourtant, ça avait été reconnu comme du harcèlement sexuel, mais elle était toujours traumatisée. Le cas de cette femme qui a été harcelée sexuellement par sa supérieure hiérarchique, je précise, c'est une entreprise internationale. Ça a été reconnu par la direction américaine, mais ça n'a pas été reconnu par la direction française comme étant du harcèlement sexuel. Mais cette femme ne travaille plus. Elle est absolument, elle a des crises d'angoisse, rien qu'à l'idée même d'entendre le nom de l'entreprise où ça s'est passé. Donc, c'est une pathologie grave et effectivement grave parce que difficile à soigner. Alors, je crois que c'est important de faire de la prévention, important, quand il y a des cas, d'accompagner les personnes pour éviter d'arriver à un cas
qui soit absolument dramatique. Je voudrais juste vous citer ce que m'a dit une de ces femmes dont je vous ai parlé. Elle dit, elle ne travaille plus, hein, elle dit « Je marche, je parle, je peux sourire, mais au-dedans de moi, c'est le vide. Je n'éprouve plus d'amour, plus de désir, plus de compassion. Je ne crois plus en personne. Tout m'indiffère. Je ne suis qu'une enveloppe corporelle. » Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on a vu que recueillir le témoignage quand on est en situation post-traumatique, quand on voit tout ce que ça charrie, évidemment quand un RH va voir en disant mais maintenant il va falloir qualifier les faits, il va falloir documenter une procédure, on voit toute la difficulté que ça soulève. Et il nous avait semblé intéressant aussi d'apporter un regard international avant de passer dans une période de témoignages et de questions-réponses, en se demandant finalement comment est-ce que, d'un point de vue international, si on compare ce que le droit pose et développe, hein, puisqu'on voit qu'il y a un fort développement du droit sur ce sujet. Loïc Le Rouge, est-ce que vous pouvez nous faire une analyse finalement de la situation du droit français au regard de la situation internationale? Merci beaucoup. Merci pour votre invitation, de pouvoir parler de ce sujet avec vous et d'échanger. C'est un vrai plaisir et je vais essayer d'échanger avec vous sur des réflexions juridiques, de l'ordre du juridique autour du harcèlement sexuel au travail et avec une présentation qui résulte de plusieurs réflexions que j'ai pu avoir à partir d'un travail de recherche, de travaux de recherche sur la santé au travail. Et donc ce n'est pas une approche de praticien, c'est vraiment une approche avec des réflexions de chercheurs. Je ne serai pas non plus trop technique, même si je suis juriste. Le but est de réfléchir ensemble autour du droit et je vais essayer de ramasser mes réflexions dans un temps limité. Alors effectivement, il y avait un certain nombre de questions qui étaient posées, un petit peu de situer le système français, le système juridique français dans la sphère internationale, mais aussi de comprendre pourquoi il y a peu de contentieux face à cette réalité du phénomène. On l'a déjà évoqué précédemment, je vais y revenir rapidement. Et le droit est-il suffisant pour saisir les questions de harcèlement sexuel au travail, même si le droit est prescriptif, il montre le chemin à prendre, les directions. Pour autant, comme il est sujet à des prescriptions, ça l'éloigne aussi de la réalité. Donc, comment saisir la réalité? C'est tout un enjeu de rapport du droit à la réalité. Alors, comment le droit français se distingue-t-il aussi de ses voisins, des droits étrangers, des droits de l'Union européenne en matière de harcèlement sexuel? Et comment la loi française a-t-elle évolué aujourd'hui? Donc, je vais parler de tout ça. Ça fait beaucoup de choses qui se mêlent, mais je vais faire un panorama de réflexion de l'ordre juridique, mais aussi pendant la discussion tout à l'heure. Alors effectivement, par rapport au harcèlement moral au travail, il y a peu de contentieux en matière de harcèlement sexuel, notamment avant la réforme du 6 août 2012, il y avait très très peu de contentieux parce que ça passait par le harcèlement moral. C'est-à-dire que les agissements de harcèlement sexuel peuvent aussi qualifier l'infraction de harcèlement moral, comme on vient de le voir ici. Et pour parler de harcèlement sexuel, beaucoup de femmes, quand elles voulaient aller en justice à travers le harcèlement moral, qui avait une jurisprudence et un encadrement juridique plus précis que le droit du harcèlement sexuel à l'époque. Par ailleurs, il y a des difficultés pour prouver le harcèlement sexuel, des difficultés pour le révéler, avec la peur aussi des conséquences, les peurs de représailles, de perdre son travail. Il faut aussi avoir du courage pour aller au contentieux. Ce n'est pas si simple. Il faut aussi avoir des moyens pour aller au contentieux. Alors, même s'il existe une action en substitution de la part des syndicats, avec l'accord de la personne concernée, ce n'est pas aussi simple. Il y a aussi la question de revivre le harcèlement pendant le contentieux. Il y a la question du déni, parfois, la culpabilité, etc. Et il y a encore la question de la hauteur des sanctions, qui n'encourage pas aussi forcément à aller en justice pour réparer des actions, des situations de harcèlement sexuel. Et en vous écoutant, j'ai aussi pensé à la question du contrat de travail, qui est un contrat très particulier par rapport aux autres contrats civils, où il y a un rapport de force
avec une partie faible et une partie forte, avec une relation d'autorité. Il y a une personne qui vous évalue, qui vous contrôle, qui vous donne des ordres. Donc, effectivement, il y a un lien d'autorité qui n'existe pas dans les autres contrats où les obligations sont équilibrées. Ce n'est pas le cas ici dans le cadre de cette exécution contractuelle. Ensuite, il y a les aspects subjectifs ou plutôt culturels. Alors là, on monte à un niveau plus international. Le harcèlement sexuel n'est pas forcément perçu, représenté de la même manière selon la culture nationale, la culture sociale. C'est un vrai problème dans des grandes institutions internationales où beaucoup de nationalités se côtoient sans avoir le même rapport au harcèlement sexuel. Certaines personnes sont très tactiles, d'autres ne le sont pas. Pour certaines, ça va être du harcèlement sexuel, pour d'autres, non. C'est très difficile ici d'aboutir à une définition qui soit consensuelle. Ou alors, il y a aussi des aspects politiques. Je pense aux négociations et au travail sur le projet de Convention internationale sur le harcèlement et la violence au travail, où le gros point d'achoppement, c'est sur l'insertion ou non dans cette convention d'une clause dite LGBT en matière de discrimination et d'égalité de traitement, certains pays ne l'acceptant pas du tout et qui quittent sur ce sujet-là la salle des négociations. Et donc, comment mettre le curseur au bon endroit juridiquement? C'est très difficile, évidemment. Ensuite, il ne suffit pas de définir juridiquement le harcèlement sexuel au travail, comme c'est le cas dans de nombreux pays, il y en a à peu près 75, pour que soit réellement pris en compte le harcèlement sexuel. Si on reste dans le déclaratoire avec simplement une définition juridique, sans dispositif juridique additionnel qui donne des vrais moyens pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, et c'est la même chose en matière de harcèlement moral, c'est lié, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et la France, ici, est vraiment très intéressante à étudier parce qu'il y a une multiplicité de dispositifs juridiques aujourd'hui en matière de harcèlement sexuel qui fait du régime juridique sur le harcèlement sexuel en France un objet d'étude, par exemple, de collègues américains qui font des comparaisons entre le système des États-Unis et la France, et c'est très intéressant. Et enfin, il y a la question de l'éducation, qui est un enjeu très fort, et on l'a perçu ici aussi, et la formation initiale, j'en parlerai tout à l'heure, mais les jeunes travailleurs futurs eh bien, ne connaissent pas ou n'ont pas forcément conscience qu'ils ont des droits en matière de harcèlement, qu'ils peuvent activer des droits aussi et qu'ils sont juridiquement protégés. Et ils le découvrent. Alors ça, c'est une étude très, très intéressante à ce niveau-là. Et en matière de discrimination. Mais les deux sont liés, on le verra aussi. Parce qu'il y a effectivement une distinction à opérer concernant les approches juridiques. C'est lié et pas lié, le harcèlement sexuel et la discrimination selon le droit étudié. Et on oppose des systèmes qui sont dits de common law, surtout les systèmes de langue anglaise, ou qui sont influencés par le système juridique de common law, qui est un droit très oral, c'est le juge qui fait le droit, c'est la culture du précédent, il y a très peu de textes écrits juridiques, et nos systèmes, alors en Europe plutôt continentaux, d'inspiration romano-germanique avec un droit écrit et qui n'a pas la même approche. Parce qu'en common law, on va parler de sexual harassment, et en anglais, harassment, ça ne renvoie pas forcément à la notion française de harcèlement, ou de harcèlement moral. On préférera parler de bullying, de psychological harassment. Ici, on parle de sexual harassment en rapport avec la discrimination. Et effectivement, dans ces pays avec cette approche de common law ou influencés par les cultures de common law, englobe la notion de harcèlement et de harcèlement sexuel dans celle plus large de discrimination. Et dans d'autres systèmes, particulièrement en droit français, en revanche, on a un régime sur le harcèlement discriminatoire en lien aussi avec les questions d'égalité et discrimination en raison du sexe, parce qu'il a fallu transposer
les directives dont je vais parler tout à l'heure de l'Union européenne, mais ça n'a pas été si simple. On a été forcé à les transposer de manière intégrale en matière de discrimination et d'égalité. Mais nous disposons d'un régime juridique propre au harcèlement sexuel au travail, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt du système français. Et dans ces intérêts, en droit français, eh bien, il y a un certain nombre de passerelles. Si au niveau international, on voit qu'il y a des passerelles, j'y reviendrai tout à l'heure, entre les relations individuelles, et donc les discriminations, le droit de la santé au travail aussi, donc partie 1, partie 4 du Code du travail, mais il y a aussi des passerelles avec les relations collectives du travail, la partie 2, aussi avec les dispositions particulières de certaines professions et activités, la partie 7 du Code du travail. Donc on voit qu'à travers le harcèlement sexuel, eh bien, on touche presque un certain nombre de pans du droit du travail et que c'est une question juridiquement complexe comme elle l'est socialement. Alors, en droit de l'Union européenne, le harcèlement est directement visé par les directives discrimination et égalité entre les femmes et les hommes, et on parle aussi de harcèlement discriminatoire à certains égards. L'Union européenne s'est emparée en 1991 de la notion de harcèlement sexuel dans une recommandation et qui déjà définit le harcèlement sexuel comme tout comportement intempestif à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe qui affecte la dignité de la femme et de l'homme au travail, que ce comportement soit le fait de supérieurs hiérarchiques ou de collègues, est inacceptable et peut, dans certaines circonstances, être contraire au principe de l'égalité de traitement. Donc déjà, on enchasse la question du harcèlement sexuel dans l'égalité de traitement ici, entre femmes et hommes, mais on est dans une recommandation. Nous sommes entrés dans le droit dur avec les premières directives sur la création d'un cadre général en faveur d'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail du 27 novembre 2000, où ici il est clairement indiqué dans la directive que le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable lié à un des motifs discriminatoire se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Et la directive suivante du 23 septembre 2002, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation, la promotion professionnelle, les conditions de travail, définit le harcèlement sexuel et pose le principe que le harcèlement lié au sexe d'une personne et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Et elle définit le harcèlement sexuel comme la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et en particulier de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Et c'est confirmé par la directive de 2006 sur ce cadre-là qui refont cette directive-là. Donc on voit que ce sont des directives qui sont assez influencées par les droits plutôt de common law. On est dans la discrimination et l'approche par l'égalité entre femmes et hommes. Et ces directives-là ont été mal transposées par la France. Il a fallu attendre 2008 pour que la France, en matière de harcèlement discriminatoire, transpose entièrement ces directives. Il y avait une résistance des juristes français d'accepter en droit la notion de harcèlement discriminatoire. Donc c'est la Commission européenne qui a poursuivi la France pour la forcer à transposer comme il faut ces directives. Enfin, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi en matière de négociation collective au niveau européen un accord cadre européen qui vise le harcèlement et la violence au travail du 26 avril 2007, qui a été transposé le 26 mars 2010 et étendu le 23 juillet 2010, qui lui fait une passerelle avec la santé au travail, l'obligation de sécurité de l'employeur. Il oblige les entreprises qui souscrivent à cet accord à rédiger une déclaration, on est dans le mou quand même, précise, indiquant que le harcèlement et la violence ne sont pas tolérés en leur sein, mais aussi à adopter et garantir des procédures pour traiter les problèmes de harcèlement. Et il y a une question importante qu'on a un peu effleurée, c'est la question du retour à l'emploi de la personne qui a été arrêtée pour des questions de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Et quand elle a la possibilité de revenir à l'emploi, il faut qu'elle soit accompagnée et qu'elle ait les bonnes conditions
pour reprendre son travail sans difficulté. Le harcèlement, donc vous le voyez dans les droits d'influence de common law, est une forme de discrimination basée sur le sexe, mais aussi sur l'appartenance ethnique. Alors, par exemple, au Royaume-Uni, en ce qui concerne le harcèlement sexuel, eh bien, c'est l'Equality Act de 2010 qui interdit la discrimination et le harcèlement dans l'emploi fondé sur le sexe, la race, le handicap, l'orientation sexuelle, la religion et les convictions et l'âge. Donc ici, voilà, on a ramassé les différentes discriminations, de manière moins large que la France d'ailleurs, en matière de droit à la discrimination. Mais on est sur le harcèlement fondé sur le sexe, et quand on veut poursuivre un employeur en matière de harcèlement sexuel, le texte de référence, parce que quand même en common law on écrit quelques textes, hein, c'est l'Equality Act, hein, la loi sur l'égalité. En Australie, c'est un autre texte, c'est le Sex Discrimination Act de 1984, mais aussi avec des possibilités d'aller devant la Fair Work Commission qui a été créée par le Fair Work Act de 2009. Donc ici, on est dans l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Dans la bonne foi, l'exécution de bonne foi du contrat de travail, eh bien, ça implique aussi le respect de l'autre. Aux États-Unis, il faut remonter à 1964 et au Civil Rights Act qui prend en compte le harcèlement sexuel, mais à nouveau dans le cadre de la discrimination. Et les États-Unis ont créé une Equal Employment Opportunity Commission qui juge des questions de harcèlement sexuel au travail, mais fondées sur la discrimination ou sur la rupture d'égalité entre les hommes et les femmes. Puisque quand, pour beaucoup, une femme est victime de harcèlement, d'agissement sexiste, il y a une rupture d'égalité de traitement dans les conditions de travail par rapport à un homme. C'est aussi l'approche japonaise qui parle de sexual harassment, mais au sein de la loi sur l'exécution de travail de bonne foi. Donc on a une loi spécifique sur l'exécution de bonne foi du travail et du contrat de travail qui implique une égalité entre les hommes et les femmes. Ça date de 1999. Et au demeurant, le harcèlement est une notion souvent plus utilisée dans ces pays-là, dans le contexte de harcèlement sexuel, qui fait l'objet de nombreuses campagnes de prévention. Même si on n'a pas envisagé un droit du harcèlement sexuel aussi riche que ce qu'a fait la France jusqu'à présent. Mais les dispositifs de lutte contre le harcèlement, et en l'occurrence du harcèlement sexuel au travail, peuvent également être l'objet de dialogue social. En Espagne, par exemple, l'Espagne a mis assez récemment, il y a 2-3 ans, un système de protocolo de acoso qui est issu de négociations entre les partenaires sociaux dans chaque entreprise, mais aussi organismes publics. Alors ça me permet d'ouvrir un petit tiroir ici, effectivement, en France, parce qu'il y a des DRH dans le secteur privé, mais aussi dans la fonction publique. S'il y a une même définition juridique depuis 2002, la loi de modernisation sociale, dans le secteur privé et dans la fonction publique. En revanche, les dispositifs de lutte contre le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel aussi ne sont pas les mêmes. Donc il y a une vraie question d'harmonisation pour des problématiques qui sont pourtant identiques sur le lieu de travail, dans le même environnement de travail, mais qui n'ont pas le même traitement juridique. Donc il y a un vrai travail ici, je pense, à faire. Donc pour revenir à ces protocolos de ACOSO, c'est en fait un instrument interne qui vise à prévenir et, si nécessaire, à résoudre les situations possibles de harcèlement, moral ou sexuel, de façon rapide, conforme aux principes de contradiction et de confidentialité. Si le harcèlement ne s'est pas encore produit, on va parler de mesures dans le protocole qui relève davantage de la politique interne de prévention des risques du travail, c'est un protocole préventif, mais si le risque a déjà eu lieu ou s'il existe de forts indices dans le sens que le risque de harcèlement a déjà eu lieu, il se transforme, ce protocole, en un moyen de résolution extrajudiciaire ou autonome du conflit. On parle de protocole défensif. Mais ça n'empêche pas, évidemment, le recours de la victime à la voie judiciaire ou administrative. Aux Pays-Bas, nous avons une législation cadre. Et cette législation cadre est mise en œuvre par des règlements très techniques et qui sont négociés, qui s'appellent des arbocatalogues et qui sont négociés en matière de prévention des risques professionnels. Et là, on fait le lien, la passerelle avec la santé au travail. Et l'employeur doit, individuellement, personne physique, doit prendre des mesures concrètes
sur la base de ce qui est prescrit par les arbocatalogues, qui répondent à des objectifs en termes de prévention, de réduction des risques pour la santé des travailleurs et en matière de harcèlement aussi, dans la loi, et qui doivent être atteints à l'aide de ces arbocatalogues et qui vont vraiment contenir des mesures très détaillées, élaborées, avec des propositions pour agir, et ils sont la source d'inspiration principale de l'employeur. Donc vous voyez ici, on est dans des droits où on a des dispositifs plus focalisés sur les harcèlements, même sur les risques psycho-organisationnels plus largement, et plutôt que de se fonder toujours sur la discrimination et l'égalité entre femmes et hommes. Dans d'autres pays, cela revient à la norme, au guide de bonne pratique de proposer des voies de résolution des situations de harcèlement. La loi enjoint l'employeur, dans un cadre général, de lutter contre le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, mais très souvent, ce sont des normes qui, notamment dans les pays scandinaves, qui émanent des autorités de l'environnement de travail ou du milieu de travail, les Work Environment Authorities, qui sont des inspections du travail dédiées à la santé au travail et qui vont proposer des normes d'application des principes qui sont contenus dans la loi. Et c'est une approche assez holistique, assez milieu systémique des questions de santé dans lequel sont inscrits les harcèlements discriminatoires, sexuels et moraux. Et les normes issues de ces autorités proclament donc l'interdiction du harcèlement au travail avec des mesures à travers les Systematic Work Environment Management, par exemple, Organizational and Social Work Environment, ou la Victimization at Work, qui traite spécifiquement plus des questions de harcèlement. Je dois aller plus vite, je suis un peu bavard. Oui, il vous reste quelques minutes. D'accord. Alors, certains pays proposent des personnes ressources, comme on l'a vu tout à l'heure, mais surtout la Belgique. Je vais aller très vite, avec la désignation de personnes de confiance qui permettent deux modes de résolution des problématiques liées au harcèlement, de manière formelle ou informelle. Alors, vous pouvez demander de manière informelle à la personne de confiance de rechercher une solution, informelle aussi, par le biais d'entretien, d'une intervention près d'un tiers ou d'une conciliation, mais aussi de manière formelle au conseiller en prévention, cette fois-ci, qui consiste à demander à l'employeur de prendre des mesures collectives, individuelles aussi, appropriées, suite à l'émergence d'une situation de harcèlement. Et ces deux voies de recours sont complémentaires en réalité et permettent de prendre en charge des situations de harcèlement avec une certaine souplesse. En ce qui concerne la France, maintenant, eh bien, la France a fait le choix d'un régime juridique propre au harcèlement sexuel, on l'a vu. Alors, avec une distinction, ma référence Eric Voyen en a parlé, entre le harcèlement sexuel de nature sexiste, constitué par une ambiance de travail, des agissements sexistes, mais aussi le harcèlement sexuel coercitif par abus de pouvoir. Cependant, jusqu'à une décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 à la suite d'une QPC, eh bien, le délit de harcèlement sexuel avait été abrogé, parce que la définition du harcèlement sexuel, au fil du temps, ces définitions juridiques, avaient été vidées de son contenu. Et on était arrivé à une simple définition qui était les agissements de harcèlement, sexuel résultent de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. Et cela est interdit. Et on avait cette même définition dans le Code du travail. Et donc, la loi de 2012 a réformé le harcèlement sexuel avec une définition plus précise qui se divise en 3 parties, sur l'ambiance du travail, sur les pressions, sur les facteurs aggravants, et elle aggrave également les sanctions. Et le champ d'application de cette interdiction du harcèlement sexuel est aussi élargi à toute personne en formation, en stage, aux candidats à un recrutement, à un stage ou à une formation, aux employés de maison, aux concierges et aux employés d'immeubles à usage d'habitation. Là, on est dans le livre 7 du Code du travail, et aux assistants maternels. Mais en droit français, finalement, en matière de harcèlement sexuel au travail, sont convoqués de nombreux articles. Je dirais, alors c'est parfois presque trop, parce qu'il y a un risque d'éparpillement. Il y a des articles un peu partout aujourd'hui, et qui, en pratique, je me suis fait la réflexion en vous écoutant, pourrait peut-être mettre en difficulté pour bien connaître tous les textes qui s'appliquent. Alors là, on a l'article L 1153-1 sur la définition du harcèlement sexuel et des agissements et des facteurs aggravants. L'article 222-33 du Code pénal aussi. Il y a, je ne vais pas les lire parce que ce serait
trop long. Les obligations, vous les connaissez, ce sont des textes. Et l'obligation d'affichage, l'élargissement à l'accroissement au groupe de personnes, à un agissement de manière concertée, l'ouverture, l'élargissement au cyberbullying, la création du délit d'outrage sexiste. J'aurais un mot d'ailleurs sur le délit d'outrage sexiste quand même, c'est important. J'en ai parlé, j'ai été contredit par des avocats parce que dans la pratique encore, si il est arrivé dans le contentieux qu'une personne reconnaisse avoir agi, réalisé une agression sexuelle et qu'il l'a reconnue, donc elle est prouvée ici, sur une stagiaire, c'est vraiment des cas de violence même sexuelle, eh bien, il l'a reconnue, donc le juge a accepté de requalifier le délit de violence sexuelle en une contravention d'outrage sexiste. Mais en même temps, si on n'avait pas reconnu l'outrage sexiste, peut-être que l'auteur de ces violences sexuelles n'aurait pas reconnu être l'auteur de ces violences sexuelles. Donc vous voyez, on est vraiment dans un problème complexe. Ensuite, vous avez l'article 1153-5 du Code du travail sur l'obligation pour l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel, l'obligation d'affichage, réintroduit par la loi sur l'avenir professionnel, parce qu'elle avait été déjà évoquée par la loi du 6 août 2012, mais on l'avait un petit peu oublié en cours de route. Là, l'article 1142-2-1 du Code du travail, où là, nul ne doit subir d'agissement sexiste, c'est la loi Rebsamen. L'article 1154-1 du Code du travail sur l'aménagement de la charge de la preuve. L'article L 1154-2 du Code du travail sur l'action syndicale en substitution. Les dispositions sur le règlement intérieur, le principe général de prévention spécifique au harcèlement moral ou harcèlement sexuel, les référents dans les CSE, le droit d'alerte des représentants du personnel. Donc vous voyez, il y a énormément de textes qui sont difficiles. Donc je conclus. Veuillez m'excuser. Justement, le droit d'alerte... Mais comme ça, nous aurons toutes les références que vous pourrez retrouver dans l'article qui sera utile quand on prendra du recul pour chercher toutes ces données. C'est assez éclaté finalement, parce que c'est éparpillé dans le Code du travail. Certains articles ne sont pas forcément retranscrits exactement. Alors le droit d'alerte est justement un dispositif intéressant à mobiliser, parce que dans cette continuité, on reconnaît aussi le harcèlement sexuel en appliquant à la fois la dignité et l'égalité, qui pourrait aider les employeurs et d'autres entités à prévenir le harcèlement, en reconnaissant à la fois les problèmes interpersonnels, les problèmes structurels d'inégalité, les enjeux éthiques aussi, menant au harcèlement sur le lieu de travail. C'est à voir aussi comment ça s'articule avec le dispositif de la personne référente au sein du CSE. Le harcèlement sexuel peut être aussi un sujet de négociation, par exemple sur la question de qualité de vie au travail. Et enfin, l'éducation, j'y crois beaucoup, dans la formation initiale des futurs salariés, dans la sensibilisation, dans la conscientisation, je commence à fatiguer. C'est ici où se construisent aussi les relations en matière de respect de l'autre et d'arriver sur le marché du travail avec cette conscience, la conscience de l'existence de droits sur le sujet des harcèlements. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce point très complet. Je vous rappelle que l'ensemble des débats sont enregistrés et donc ça vous permettra, si vous avez un périmètre international, de pouvoir donner cette partie de comparaison de droit international. Nous avons, dans le livre blanc, souhaité commencer par les témoignages et l'expérience vécue, puisqu'on a un contexte juridique fort, riche, qui n'est pas celui adopté par la plupart des pays. Et ça nous semblait important au sein de l'Assemblée nationale de rappeler que cette option dans le droit n'est pas forcément celle qui est partagée partout, et que si c'est un sujet qui se pose à vous parce que vous êtes aussi sur des périmètres internationaux, vous ayez cette information à disposition. Donc merci d'abord à tous et à toutes pour la qualité de vos interventions, leur précision et leur complémentarité. Je vous propose de passer à une période de questions-réponses en indiquant, comme tout à l'heure, des questions très précises, vos noms, prénoms, âge et qualité, mais pas l'âge par exemple, pour que ça puisse être l'occasion d'un échange qu'on fera relativement bref pour que vous puissiez avoir un petit moment d'échange si vous le souhaitez, avant que la neige tombe, si elle tombe, parce que d'ici on ne peut pas le savoir. Alors, nous avons déjà une question, une deuxième question là-bas. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Pascal Modaille, je suis médecin du travail. Et moi, je voulais intervenir et partager votre expérience sur le rôle du médecin du travail, en sachant que nous,
C'est compliqué parce que souvent les gens viennent nous parler, parce que comme on a le secret médical, ils savent qu'on ne va pas en parler. Et donc c'est un petit peu ça, mais j'ai déjà été confrontée à du harcèlement moral et à des propos sexistes, enfin des comportements sexistes, avec des salariés qui nous disent « je viens vous en parler, mais surtout vous n'en parlez pas ». Et on est après un petit peu partagé avec ce devoir d'alerte, mais qu'on ne peut pas faire. Et j'insiste sur l'importance. Alors moi, je suis dans une entreprise, j'ai la chance d'être médecin du travail en entreprise et donc de travailler de façon très proche avec les RH sur l'importance de la communication, de la collaboration entre le médecin du travail et les RH. Parce que si on veut convaincre une femme d'aller parler au RH, il faut qu'on soit sûr qu'elle sera bien accueillie. Et on ne peut le faire que si on a confiance dans ces RH. Parce que si on lui dit allez-y, il faut parler, il faut vraiment être sûr de la suite, quoi. Et c'est pas toujours facile pour nous de pouvoir pousser les gens à parler parce qu'ils sont souvent méfiants des RH pour toutes les raisons que vous avez données, qui sont pas forcément justifiées, mais ils ont l'impression que les RH sont du côté des forts et et c'est à nous, quand on travaille bien avec les RH, de les convaincre que non, que les RH sont là pour tout le monde. Mais c'est vrai que souvent les RH, vous avez un peu cette image-là quand il y a un problème en entreprise et qu'on dit allez en parler en RH, vous avez parlé au RH parce que c'est pas toujours un problème médical quand ils viennent nous voir. Et on a souvent cette méfiance des collaborateurs. Et bon, moi, j'ai la chance d'avoir des RH formidables dans la boîte où je suis, mais voilà, je voulais juste témoigner et savoir quel était votre retour. J'ai entendu parler du médecin du travail tout à l'heure. Bon, je ne sais pas du tout dans quel contexte il s'était prononcé sur l'éloignement. Comment vous arrivez à travailler avec vos médecins du travail, mais ça m'intéresse d'avoir votre retour. Merci. Je vous propose peut-être aussi de prendre la deuxième question pour qu'après, chacun puisse y répondre. Oui, bonjour, Claire Guillemin, je travaille au ministère de la Culture. Alors c'est davantage un témoignage parce que Monsieur Leroux, vous avez évoqué la question de l'éducation et je voudrais témoigner de ce qui a été fait au ministère de la Culture. Quand l'affaire Weinstein a éclaté, j'étais conseillère sociale de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, et évidemment le secteur culturel a été touché de plein fouet par cette affaire, d'abord dans le champ du cinéma en France, mais aussi dans le secteur de la danse, du théâtre. Voilà. Donc pour essayer de traiter le sujet, la ministre avait décidé à l'époque de s'attaquer vraiment à la question de l'éducation et de travailler avec les écoles. Il y a 99 écoles supérieures qui relèvent du ministère de la Culture et nous avons... On s'est rendu compte que dans ces écoles, il y avait aussi des phénomènes de harcèlement, parce que quand vous prenez des cours aux Beaux-Arts ou au conservatoire, vous êtes seul avec votre professeur. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait un gros problème de stéréotypes, qu'il y avait des jurys essentiellement masculins. Voilà, donc la ministre a demandé à la haute fonctionnaire en charge de l'égalité femmes-hommes, il y a dans tous les ministères des hauts fonctionnaires, en charge de ce sujet, de travailler avec ces 99 écoles et de rédiger, dans chacune de ces écoles, de faire rédiger une charte sur les questions d'égalité, mais aussi sur les questions de harcèlement sexuel. Et ce travail s'est fait avec évidemment la direction de chaque école, la directrice ou directeur de chacune de ces écoles, avec les enseignants, mais aussi avec les étudiants. Et nous avons constaté que la parole s'est libérée. Et comme vous le disiez, Monsieur Le Rouge, effectivement, c'est essentiel de prendre conscience avant de rentrer dans la vie professionnelle de l'importance de ce sujet. Voilà, donc aujourd'hui, toutes ces écoles sont dotées de chartes. On a mis en place aussi un Allo Discrime, Allo Sexisme qui est ouvert aussi à tous les étudiants de ces écoles, de même qu'aux agents du ministère, et une boîte à outils que je pourrais tout à fait partager avec la NDRH, voilà, outils juridiques et autres outils. Merci. Alors merci à nouveau pour ce témoignage qui va compléter le travail d'échange de pratiques qui est incarné dans le livre bleu que tout le monde a maintenant bien en tête. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de faire une dernière question, mais en tout cas une question pour qu'on puisse après reprendre. Là, c'était plutôt un témoignage, donc qu'on ajoutera au livre bleu. La question du rôle du médecin du travail et de la relation entre le médecin du travail et les autres acteurs de l'entreprise pour prévenir et traiter les cas de harcèlement sexuel. Philippe Turin-Orano, de nouveau, là, plutôt une question plus qu'un témoignage. Ça reste peut-être à Madame la députée concernant le rôle et les missions des référents. Vous avez parlé d'information, d'orientation de conseil par commission, mais c'est assez vague. Et parce que moi, on a commencé à interroger les établissements, les CSE, mais qu'est-ce qu'on aura à faire?
quelle sera notre mission, quelle sera notre responsabilité, et en rentrant au pouvoir d'enquête. Donc je pense, pour pouvoir que les membres des CSE se prononcent, ou aussi au niveau des RH, définir ce rôle-là. Et à ce jour, les textes sont assez limités, c'est vrai, c'est une loi. Et est-ce qu'il est prévu, dans le cas de circulaire, de préciser ces choses-là, ou d'un question-réponse que préfère le ministère? Merci. Je vous propose de faire un retour rapide sur nos intervenants. Est-ce que quelqu'un veut témoigner ou rebondir, notamment sur la question du rôle du médecin du travail, ou de la relation avec les médecins du travail, le temps que Madame la députée puisse préparer sa réponse et bien sûr de donner une réponse circonstanciée. On ne va pas lâcher le morceau. Qui veut répondre? Sophie Mario Michaud. Oui, je crois qu'il y a autant de médecins du travail qu'il y a de DRH. Me concernant, j'ai quasiment 20 médecins, un par département de Paris à Strasbourg. Ceux qui sont concernés par les problèmes d'alcool au travail se comptent sur les doigts d'une main. Ceux qui sont concernés par le harcèlement se comptent sur les 3 premiers doigts d'une main. C'est encore plus compliqué quand on est dans le milieu inter-entreprise, mais la partie n'est pas perdue. C'est beaucoup de ténacité. Voilà, il faut. Donc il faut tenter, il faut bien connaître son médecin du travail avant et s'assurer, comme avec ses représentants du personnel, que c'est une culture partagée pour que tout le monde se mobilise. Loïc Le Rouge. Alors oui, sur le médecin du travail, alors, il y a un dispositif juridique qui s'appelle la fiche d'entreprise, qui n'est pas forcément tout le temps rempli, hein, mais en tout cas, il a le mérite d'exister, dans lequel le médecin du travail, sans briser le secret médical ou secret professionnel aussi, peut communiquer avec l'extérieur de l'entreprise sur l'ambiance de travail, sur les risques organisationnels, etc. Et sur les questions de harcèlement, évidemment, et sur l'ambiance en matière de harcèlement sexuel. L'autre aspect, c'est aussi le report que peut faire une sorte d'alerte, hein, c'est assez récent, c'est depuis, je crois, la réforme de 2016, où le médecin du travail peut aussi reporter auprès de l'employeur que l'ambiance en matière de harcèlement sexuel, par exemple, est en train de se dégrader ou qu'il y a beaucoup plus d'agissements sexistes qu'avant et que l'employeur doit répondre à cette alerte de la part du médecin du travail. Et enfin, il peut être mobilisé aussi pour être plus proactif. Alors, on parlait tout à l'heure du règlement intérieur et effectivement de saisir cette opportunité d'inscrire la définition du harcèlement sexuel et moral dans le règlement intérieur et pourquoi pas des mesures qui sont associées, et plutôt que de répondre formellement à une obligation légale pour ne pas être sanctionné et être prise à défaut, mais au contraire le faire vivre et avoir une approche plus proactive. Et là, le médecin du travail, évidemment, a toute sa place pour y être associé. Brigitte Grésy. Oui, je voulais juste dire que nous avions fait donc une enquête auprès de à peu près 13 000 cadres sur le sexisme au travail, donc pas le harcèlement sexuel à proprement parler, mais sur les agissements sexistes. Et il s'est avéré qu'il y avait à peu près 8% seulement des salariés qui en parlaient aux partenaires sociaux, 3% à peine aux médecins du travail et 2% à leur employeur. Et que majoritairement, on en parle à son cercle d'amis. Donc, autrement dit, les relais, c'était une enquête en 2013, elle a été confortée en 2016, les relais sont très très peu utilisés. Et le conseil qui est donné tout le temps à tous les niveaux, c'est quand même de faire en sorte, parce que le harcèlement sexuel, même s'il a une législation à part, c'est une discrimination, et donc il a un aménagement de la charge de la preuve, c'est quand même de noter chacun des faits. Et je crois que de donner comme conseil aux personnes victimes, parce que aussi ça peut avoir une visée un petit peu de mise à distance de ce que l'on ressent, de noter tous les faits qui leur semblent suspects, les mails, les actes, de façon à pouvoir éventuellement présenter des éléments de fait quand ce sera l'occasion, me semble tout à fait important. Et je voudrais en profiter pour dire que moi, ce qui me pose un gros problème aujourd'hui, c'est que quand même, on avait, depuis la loi de 2012, une définition du harcèlement sexuel identique dans le code pénal et dans le code du travail. C'était la grande novation de la loi de 2012. Depuis la loi sur les violences sexistes et sexuelles, nous n'avons pas la même définition du harcèlement sexuel au pénal et dans le code du travail. Et il va bien falloir, surtout avec l'introduction de l'outrage sexiste, il va bien falloir préciser un certain nombre de choses pour éviter des déqualifications. Et ça c'est un des sujets, je crois, qu'il va falloir prendre à bras-le-corps, compte tenu déjà de la difficulté des contentieux. Alors, on a juste une petite contrainte, c'est que nous sommes dans un lieu particulier qui doit impérativement être libéré à 8 heures, pour des raisons notamment d'organisation du travail que nous comprenons bien, puisque nous allons récupérer tous nos identifiants. Je vais demander à Madame la députée la réponse qu'elle souhaite apporter en quelques mots.
En fonction du temps, on verra si on peut encore prendre des questions. Si vous en avez, signalez-le pour qu'on voit combien il y en a qui sont encore susceptibles d'être posées. Merci pour cette question qui est effectivement très intéressante, qui est finalement déjà à mettre en écho par rapport à pas mal de témoignages qui, je trouve, viennent déjà un peu répondre à cette question, qui est finalement le socle qui existait déjà de la responsabilité qu'a l'employeur et qu'a toujours l'employeur de garantir l'état de santé, qu'il soit moral ou physique, de ses salariés. Donc cette obligation-là légale persiste, et heureusement, j'ai envie de dire. Vous avez effectivement, dans le cadre de cette loi, une responsabilité qui est celui de mettre en place des dispositions tout à fait particulières pour le cas de harcèlement sexuel dans l'entreprise, que ce soit par le biais donc, de référents, par le biais d'affichage, comme on l'a dit, mais effectivement, par rapport à cela, vous avez des obligations pour venir répondre à certains enjeux, accompagner, etc. Je crois qu'il est nécessaire, moi en tout cas c'est ma conviction profonde, que la loi ne vienne pas spécifier trop précisément la manière dont on doit effectivement prendre en charge ce sujet-là dans l'entreprise, parce que votre environnement de travail est tout à fait différent, que vous soyez dans tel ou tel secteur, que vous soyez dans une entreprise de grands groupes ou de PME ou de TPE. Et cette liberté-là, qui est une liberté évidemment encadrée par un objectif à atteindre et à respecter, qui est celui encore une fois de la santé de ses salariés et notamment de la prévention ou de la mise en place de dispositions visant à répondre à un cas de harcèlement sexuel, doit pouvoir s'ajuster à la réalité d'entreprise et de pouvoir intégrer tout l'ensemble de ces paramètres-là. Donc moi je suis partisane du fait que la loi donne des orientations et effectivement des limites aussi bien sûr, mais qu'elle laisse finalement l'expression des réponses les plus adaptées au contexte qui est le vôtre et évidemment qu'on ait un DRH, qu'on n'en ait pas, qu'on soit une entreprise de 1000 salariés ou qu'on soit une TPE de 15 salariés, ne peut pas engager les mêmes moyens de réponse par rapport à un même phénomène qui de toute façon sera toujours un peu individualisé puisqu'on est souvent sur une relation individuelle, mais à un phénomène qui est effectivement légiféré mais qui doit donner de la souplesse dans la réponse selon le contexte. Donc un groupe de travail certainement à monter pour faire de fait. l'échange des pratiques, tout à fait. puisque ça ne sera pas précisé par le législateur. Donc on en prend bonne note et on va le préparer. L'enjeu, je me permets juste, c'est que là on est une association de DRH et c'est très intéressant de partager ça et c'est très utile et on le voit. Tout l'enjeu, il est aussi de donner tous ces outils-là, toutes ces possibilités-là de réflexion à des entreprises qui ne sont pas structurées de la même manière, donc je pense aux TPE et PME notamment, et donc de donner cette acculturation-là aussi dans d'autres réseaux. C'est vraiment un des objectifs, pourquoi pas des partenariats. Pourquoi pas.